Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Folklore. Nous sommes chez monsieur Karl Kersten à Binche, louageur de costumes de Gilles pour les sociétés qui font le carnaval à Binche, bien sûr, mais peut-être autre part qu'à Binche. Donc voilà, nous allons avoir son ressenti du point de vue des Gilles. Nous avons eu celui de l'entreprise Simons qui parlait au nom de l'entreprise Leclerc de Tarsienne. Donc ils se tiennent les coudes, c'est très bien. Aujourd'hui nous allons avoir le ressenti pour les louageurs de Gilles. Alors bonjour monsieur Kersten. Bonjour. Pouvez-vous expliquer un peu comment devient-on louageur de costumes? Oui. Alors, tout simplement, mes parents étaient louageurs, mes grands-parents et mon arrière-grand-père a débuté. En fait, nous sommes tous issus de la famille des tailleurs. Hein. Donc c'est la base. À Binche, il y avait énormément de tailleurs. Dans chaque maison, il y avait une machine à coudre. Donc... Et au départ, chacun faisait son costume de Gilles. Pour les enfants, on faisait le costume. Et puis à un certain moment, quand l'enfant grandissait, on mettait une petite affiche à la fenêtre, un costume qui ne servait plus à louer ou à vendre. Et les gens disaient, oh, tiens, celui-là il est pas mal, donc est-ce que tu ne saurais pas me faire un costume? Et les louageurs sont venus comme ça. Et mon arrière-grand-père, lui était tailleur et cafetier. Et un mercredi décembre, il n'était pas très content de son louageur. Et dans son bistrot, les semaines qui ont suivi, il s'est dit, je vais un jour faire mon costume moi-même, c'est pas trop difficile. Et je vais faire un chapeau. Voilà. Et les clients l'ont mis au défi. Bon, costume. C'est un tailleur, donc il n'a pas eu trop de difficultés. La difficulté était la perte taille, donc la ceinture avec les cloches. Pour confectionner, c'était plus du côté des bourreliers, du cuir qu'il fallait travailler. Donc il a appris. Et puis le chapeau, il devait confectionner la buse, l'armature. Et les plumes, elles s'achetaient finies à Bruxelles. Donc elles arrivaient dans des grandes boîtes et il fallait les monter. Donc ils avaient quand même plus facile que nous actuellement. Donc il a gagné son pari. On m'avait toujours dit qu'ils avaient parié pour une pièce de champagne. Mais ça me paraissait quand même assez énorme pour l'époque. Et ça m'a été confirmé par un jour, je faisais une conférence et je raconte ça en disant entre parenthèses. Et il y a une personne qui était là qui m'a confirmé que son grand-père était un grand ami de mon arrière-grand-père et qu'il, tous les samedis soirs, il faisait ribotte. Il faisait tous les cafés de la Grand Place. Donc, et il finissait au champagne. Nous rappelons que l'alcool, avec modération, s'il vous plaît. Donc il finissait au champagne. C'est le samedi au champagne. Ça débute à peu près quand dans les années début 1910-20, c'est à ce moment-là qu'il... Et puis il a fait donc son costume et son chapeau, et il l'a installé dans son bistrot. Et là, les clients, c'était sur la Grand Place, là, le premier café à droite sur la Grand Place. Oui. Donc là, les clients l'ont vu et ils sont venus lui louer son costume et lui demander d'en faire d'autres équivalents. Quoi. Et de fil en aiguille, sans faire de mauvais jeu de mots, de fil en aiguille, il en est venu que votre grand-père a commencé à coudre, fabriquer, confectionner, tout en passant par le métier de bourrelier. Oui, tailleur, bourrelier, plumassier. Il y avait vraiment du travail. Hein, oui, du travail et puis la technique n'était pas la même. Du tout. Je vois que voilà, il y a encore une ancienne machine, des anciens ciseaux. Ça reste toujours dans l'esprit, le premier esprit du carnaval. Voilà. Le tailleur, donc le louageur actuel, qui était des tailleurs avant, se servent encore des outils d'antan et des techniques d'antan qui ont légèrement évolué. Oui, il y en a qui n'ont pratiquement pas bougé.
Mais on se sert d'outils aussi assez performants. Hein. J'ai une machine à coudre ici avec un programmateur, donc tout ça me sert à faire un peu plus et aller beaucoup plus vite qu'on peut faire avec les outils. Mais nous avons toujours nos anciens porte-pièces, des ciseaux ici, que je me sers pratiquement tous les jours. Quand je n'ai qu'une petite chose à découper, on ne prend pas la machine électrique pour découper, ça va beaucoup plus vite avec des ciseaux comme cela. Donc, Effectivement. Alors, le carnaval se déroule comment pour vous? Vous commencez votre... Je sais que vous travaillez toute l'année à réparer, nettoyer, peut-être créer, hein, comme vous êtes en train de créer des masques pour que les gens puissent le mettre dans cette période Covid. Je me permets de le dire parce que ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Votre saison, le rush, il commence à partir de quand? la grosse période, c'est Bunch, c'est le premier carnaval, jusque, on va dire en gros, Pâques. Ça, toutes les semaines, pendant cette période, il y a des carnavals après Bunch. Nous avons le week-end suivant Bunch, qu'on appelle le Feureux. Mais il y a Morlanoué, Anne-Saint-Pierre, Anderlu et Nivelles, qui sont des carnavals importants. Et puis après, il y a, tous les week-ends, ça suit. Donc là, on se consacre totalement au carnaval. Je retourne chez moi juste dormir. Je suis plus de 12 heures ici à l'atelier. Et puis, quand Pâques arrive, mais dès la semaine après Pâques, dès qu'on a un peu de temps, on recommence la confection des nouveaux costumes. Donc on a notre toile qui est arrivée et on découpe la toile de lin et on découpe les motifs. Sur un costume de Gilles, il y a plus de 400 motifs en feutrine de laine. Donc tout ça est découpé préalablement, on coud tout l'un sur l'autre et on applique sur les diverses tailles de costumes. Okay. Nous confectionnons plus de 200, 250, 300 costumes, ça dépend des années, mais tout ne sort pas. C'est pas parce qu'on sort 300 nouveaux costumes que tout va servir. Oui, je suppose qu'il y a des gens qui ont des tailles différentes. Oui. Voilà, il y en a qui font, comme moi des fois, le yo-yo. Bon, voilà, ça arrive. Donc vous avez de la réserve, vous avez peut-être le temps aussi, si vous jugez que le temps est défavorable, bien sûr, je pense qu'à ce moment-là, les chapeaux ne sortent même pas. Les chapeaux ne sortent pas quand il pleut. Oui, mais non, ça c'est le Gilles, s'il fait avec un chapeau, il sait que son chapeau, dès qu'il fait humide, c'est même pas la pluie, c'est l'humidité, le chapeau ne peut pas sortir. Il y a un frisage qui est fait et l'humidité abîme le frisage. Il faut plus de 24 heures pour refriser un chapeau. Les plumes quand elles sont en plat, mais quand le chapeau est monté, c'est très compliqué. On ne sait pas le démonter, donc il faut friser sur place. C'est très compliqué. Donc le Gilles, il sait, il s'engage, s'il fait humide, à ce que le chapeau ne sorte pas. C'est normal. Vous nous parlerez du chapeau ensuite, car oui. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Une qualité, une caverne d'Ali Baba. Il n'y a que chez les louageurs et dans ces métiers-là que nous pouvons voir des choses qui vous mettent des étoiles dans les yeux. À la première entrée dans la pièce, j'étais un enfant. Et pourtant, je n'ai jamais fait le Gilles de toute ma vie. Monsieur Kersten, pouvez-vous nous expliquer à peu près combien de temps il vous faut pour confectionner des chevilles, parce que vous ne faites pas sabotier, donc des chevilles jusqu'au chapeau? Combien de temps cela vous prend pour confectionner, imaginons pour un grand bonhomme comme moi d'un mètre 89, voilà, à peu près
peu près. Qu'est-ce que ça vous... Ça prend... Je sais que ça prend du temps et un savoir-faire qui est incroyable. Bon, au niveau du costume, nous ne savons pas le temps que nous mettons pour la confection d'un costume. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 400 motifs, mais on ne va pas les découper pour un costume. Quand c'est mon fils Quentin qui découpe les motifs, quand il se met à découper les étoiles jaunes, il prend la pièce de feutrine jaune, il sait le nombre d'étoiles jaunes qu'il a découpées et il y va. Avec une presse, les emporte-pièces et il fait toutes les étoiles jaunes, puis après il passe au rouge, au noir, puis il passe aux couronnes, tous les blasons qu'il y a dans le dos. Et puis la plus grosse partie ce sont les étoiles et les lions. Donc il se met à découper. Il y a une vingtaine de lions sur un costume de Gilles, parce qu'on fait toujours. Quand on commence à faire des costumes, on fait par 5 costumes. Donc tout est multiplié. C'est plus facile pour nous de découper la toile, de couper 5 costumes, de faire les étoiles pour 5 costumes, les couronnes et les lions. Donc, puis après on coud tout, mais on ne fait pas pour un. Voilà, donc ça prend des heures. On devrait calculer, ça prend énormément de temps. Ça, c'est toute la découpe, coudre, appliquer, confectionner la blouse, confectionner le pantalon. Il faut plusieurs jours pour le faire. Puis il y a toutes les garnitures, donc il y a les collerettes, les guettes, les manchettes. Mais ça, il faut déjà au préalable, on reçoit le ruban plein, il faut le plisser. Nous avons une machine qui ne fait que ça. Elle, à partir du mois de septembre, la machine, elle plisse toute la journée. Donc c'est dans l'atelier de Quentin. Donc il la surveille, il met le ruban, il la surveille, il peut travailler. La machine est au bout de la table, il peut travailler à côté et surveiller. Et puis on va confectionner les collerettes, guettes, manchettes et la paire de renom. Il faut compter ça, il faut plus d'1 heure pour la confection de l'ensemble pour un adulte. Puis il y a la paire à taille, la ceinture avec les cloches. Qui est en cuir. L'intérieur c'est en cuir, mais le dessus est en toile de lin avec de la laine jaune. C'est à ce moment-là que vous avez le métier de bourrelier et de tailleur, donc couturier, qui se mélangent pour donner cet imperta à taille. Oui, voilà. Donc, et il faut ajouter à ça, donc, c'est du cuir, de la laine. C'est de la laine, c'est bourré c'est bourré d'anciens appertins à taille que l'on met, donc la laine et la toile que l'on bourre à l'intérieur. Oui. Et puis les semaines qui précèdent le carnaval, on démonte les anciens appertins à taille, on récure toutes les cloches, des centaines et des centaines de cloches, et la semaine, juste le week-end avant, on vient mettre les cloches. C'est bien réparti, quoi. Il y a différentes grandeurs de cloches, il y a 5-6 sortes de grandeurs, et bon, pour alléger l'appertin taille, on commence par les plus grosses sur le devant et on va vers les plus petites vers l'extérieur, et aussi pour avoir un son différent, de ne pas avoir toutes les mêmes cloches avec le même son. Comme ça, il y a une belle harmonie au niveau des cloches qui est très très important. C'est d'autant plus magnifique d'avoir des sons différents. Moi j'ai eu l'occasion de tenir la grosse caisse l'année passée ici à Binche. C'était la première fois de ma vie que je ne venais pas pour voir le carnaval, mais pour participer un peu au carnaval. Et c'était magnifique. J'ai eu la chance d'aller dans la commune. Ça, c'était un moment magique. Et quand on voit le travail qui est fait sur les costumes, parce qu'on n'appelle pas ça des uniformes, on appelle ça des costumes chez vous. Quand on voit le travail qui est fait là-dessus, entre le son du tambour, celui de la grosse caisse, le sabot et la cloche, les clochettes qui sont sur l'impertin taille, c'est un mélange qui est, quand on le vit de l'intérieur,
on a encore plus de frissons que quand on le voit de l'extérieur. Parce qu'il faut vraiment se dire que derrière, il y a des centaines de milliers d'heures, puisque M. Kersten fait ça depuis un nombre d'années, et ses grands-parents, ses parents faisaient exactement ce métier. Donc, vous imaginez pas le travail que c'est, mais quand vous ressentez le travail de l'intérieur, là, il y a une autre magie qui se passe. Donc moi je vous invite personnellement, ceux qui ont la chance d'être musiciens ou apprentis musiciens, si un jour on vous demande, les gars, venez à Binge pour siffler nos battes ou jouer à la grosse caisse, un ramassage ou quoi que ce soit, faites-le, peu importe le louageur, les techniques sont les mêmes, mais je veux dire le costume, le carnaval, le folklore en lui-même, il est monstrueusement magnifique. Je pense que c'est un folklore qui est reconnu à l'UNESCO. À l'UNESCO. Et c'est le premier qui était reconnu, premier carnaval qui était reconnu en Europe. C'est pas une petite chose, hein. Le tout premier carnaval, en sachant qu'il y en a des gros aussi. Oui. D'un autre folklore bien sûr, mais en Europe il y a Dunkerque qui était un gros carnaval aussi, mais qui n'a pas ils n'ont pas cette je sais pas, moi je trouve ça chouette, hein, parce que j'adore le folklore, hein, mais je trouve que c'est un petit peu plus grand feu que carnaval avec son symbole. Le Gilles est un symbole. Et ce qui est bien, c'est que les femmes peuvent participer aussi bien que les hommes. Ça, c'est vraiment une avancée monstrueuse. Et j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Les paysannes, c'est venu comment? Est-ce que vous savez Les paysannes, ce sont les paysans, il n'y a pas de féminin. Il n'y a pas de féminin. Les hommes qui font le paysan, ce sont les jeunes hommes qui font. Les jeunes hommes font les paysans. Ah ben voilà, c'est issu j'en apprends. Du collège qui est ici tout près. Mais au départ, c'était des adultes qui faisaient le paysan. Oui. Donc ils faisaient le paysan, le Pierrot, le Gilles, il y avait beaucoup de sociétés de fantaisie. Donc c'est un peu l'école qui apprend à faire le Gilles. Voilà, exactement. Très bien. Comme après est venu les Pierrots, qui étaient aussi d'une école, ce qu'on appelait l'école des frères, qui est plus sur la grande place de Binge. Et puis les Arlequins, c'était fait avec l'Athénée royal ici au quartier. Et donc maintenant, bon, tout ça a bougé énormément. Oui. Mais ce sont toujours des jeunes gens, des jeunes hommes qui font le paysan. Au niveau des Pierrots et des Arlequins, il peut y avoir des filles jusque 12 ans. Jusque 12 ans. Ouais. Ok. Donc, c'est effectivement une école. Voilà. On commence à un palier, puis on change, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver chez M. Kersten et lui dire ben voilà, maintenant, je voudrais un costume de Gilles. Quand les gens arrivent ici pour la première fois, comme moi aujourd'hui bien sûr, mais quand ils ont fait toutes ces années de Pierrot, de paysans, qu'est-ce qu'ils ont la première fois? Ils ont une appréhension, c'est merveilleux pour eux, ouais. Bien sûr, c'est merveilleux. Mais il y a deux choses, hein. Bon, il y a ceux-là qui viennent pour la première fois, mais ils sont déjà un petit peu dans le schéma du carnaval, hein. Ils savent, bien sûr, ils ont certaines fébrilités, une appréhension, et on les met à l'aise, on leur explique comment ça va se passer, puisqu'on vient louer assez tôt, au mois de décembre, et puis s'il y a les sous-monces, le mois qui précède, donc ils doivent venir chercher leur impertintail, on leur explique tout cela. Et puis il y a aussi le papa qui fait le Gilles, qui a un petit gamin, et l'enfant a envie de faire le Gilles. Donc, dès 5 ans, il peut venir. Et là, on a des images extraordinaires. C'est toute la famille qui vient louer pour le gamin, et quelquefois rien que pour le gamin, parce que papa peut-être
n'a pas envie de faire le gîte, mais le gamin a envie de faire le gîte. Pas le Pierrot, ni l'Arlequin, ni le paysan. Mais là, ce sont des beaux moments, hein, et on voit que la famille est fort attachée. Mais le fait de venir louer est un geste très fort. Hein. On pense à un certain moment, on sait qu'on va venir louer à un moment, quoi. Et on se dit, tiens, je vais aller louer le samedi à 11 h. Il y a des gens qui se donnent rendez-vous ici. Normalement, maintenant, je devrais avoir des clients. Certains, je monte la chaise parce qu'il y en a certains, on essaye la buse, juste la buse, sans les plumes, et s'assied sur les chaises. Et puis, il y a d'autres qui viennent, qui ne font pas avec un chapeau, donc on vient prendre mesure. Ils se réunissent ici, et on parle, hein, et ça dure une demi-heure pour essayer un chapeau. Et puis après, ils redescendent dans le bain, boire un verre, et ils ont déjà fait un geste, hein, dans le carnaval, quoi. En venant louer, hop, ils savent qu'ils ont mis un pied un peu plus important dans le carnaval. Ça y est, il y a une affaire qui est faite, on était loué. Mais on prend rendez-vous, quoi. Il y a une transmission qui se fait. Voilà, oui. Peut-être que, comme vous me dites, il y a des pères qui ne font pas le gîte, les enfants veulent faire le gîte, voilà. Il y a des transmissions. Il y a le père qui vient avec son gamin pour essayer ensemble. Ça, c'est des moments qui sont magnifiques. Le grand-père qui vient avec, avec le fils et le petit-fils. C'est magnifique, ça. C'est la chose qui est la plus magnifique. Nous allons... je vais vous poser une petite question maintenant. Donc, on a fait le portrait. Le portrait du carnaval et de Monsieur Kersten. J'ai une petite question à vous poser un peu sur l'actualité, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est normal. Vous êtes allé avec les louageurs de costumes des marches d'Empire dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. On va répéter, la famille Simons et la famille Guyot, donc les deux maisons Tarsienne et Gerpine. Vous êtes allé chez Monsieur Diroupeau, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ou est-ce que ça doit rester secret? Parce que du côté de Gerpine, on a eu quelques informations, effectivement, et on nous a expliqué qu'il y avait du travail, il y avait des protocoles, ils travaillaient sur des protocoles, et alors on se posait la question si vous aviez, ou si vous pouviez nous en dire un petit mot, voilà, peut-être pour rassurer les habitués du carnaval de Binche, et puis ben voilà, nous donner tout simplement votre avis sur la question. Je pense que vous êtes allé là-bas pour discuter au nom de tous les louageurs. C'est ça. Les louageurs et les artisans, puisque bon, il y a 3 louageurs à Binche, il y en a à la Louvière, mais il y a aussi tous les artisans qui tournent autour du carnaval. Hein. On parle des sabotiers, on parle de fabricants de masques, mais aussi on a parlé des fabricants de tambours et d'orgues de barbarie, ce qu'on dit les viols ici à Binche. La famille Lebon. La famille Lebon, oui. Effectivement. Donc on a parlé de tout cela parce que c'est un tout. Hein. Mais bon, on a voulu un peu se faire entendre parce que on a l'air de nous ignorer un peu. On ne va pas être prétentieux. Non, mais si il nous arrive quelque chose, il n'y a plus de folklore, il faut le dire. Hein. Donc, M. Kersten vient de dire exactement la même chose que ce qu'on nous a dit à Gerpine et à Tarsienne. C'est des métiers où ils donnent du bonheur à de nombreuses personnes. Ils travaillent toute l'année pour que ce soit nickel, chrome, ça c'est la première chose, propre, hein. On va aussi la classer dans les premières choses, il faut que ce soit propre, donc sans eux, il n'y a pas de folklore, ça n'existe plus. À partir du moment où monsieur doit, ou monsieur, ou vos collègues louageurs qui sont ici dans la région, si on leur dit, ben voilà, demain c'est terminé parce qu'il y a des frais, il y a des fonctionnements, il y a des achats de maison, il y a du matériel,
il y a du personnel, il y a énormément de dépenses pour pouvoir gagner sa vie tout en donnant du bonheur aux gens. Alors ça, c'est un truc de fou, parce que de mon point de vue, moi qui suis néophyte dans le carnaval, je vois l'information à la télé et je me dis, voilà, on les a passés sur une chaîne nationale, oh, ça passe 30 secondes, hein, RTBF, RTL, et au final, ben, les principaux intéressés, les personnes qui se sentent, pas obligées je vais dire, mais qui comme moi se sentent généreux et qui ont envie de savoir et qui ont envie d'aider le métier, il faut aider ce métier, il ne faut pas le laisser tomber. On a l'impression que l'information qu'on reçoit du ministre-président, c'est un cheat, histoire de calmer un peu la foule. Le problème, c'est qu'on ne dit rien à la foule, mais moi je le dis tout. Alors, voilà, comment avez-vous pris cette mesure? Est-ce que pour vous, il y a une avancée ou est-ce qu'il faut encore travailler pour avancer? Il faudra attendre le mois de janvier, mais on ne rentre pas dans les bonnes cases. Voilà. Le gros souci, c'est qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Même un petit quelque chose, pour quelques personnes, ils ne peuvent rien. Il faut rentrer dans la grosse case de tous les artisans et que nous soyons au même diapason que les autres artisans. Rentrer dans la case des artisans. Oui. Quand on est reconnu patrimoine mondial à l'UNESCO, patrimoine mondial à l'UNESCO, est-ce qu'on ne fait pas partie d'une grosse case? Parce que c'est bien, on reconnaît le métier, on reconnaît donc tout ce qui tourne autour du carnaval, hein, on reconnaît le carnaval, mais alors on doit reconnaître le métier. Pour moi, vous faites partie des artisans qui sont essentiels. Essentiels. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, ça va se terminer en psychiatrie. Ça, c'est mon point de vue. Monsieur Kersten n'est pas responsable de ce que je dis. Mais voilà, dans ce sens où ce que vous donnez du bonheur aux gens, et même pour vous, même pour vous-même, j'avais vu un article qui était magnifique, qui disait « Le louageur ne sait pas s'arrêter ». Vous m'expliquez que, ben voilà, vous avez tellement de boulot, hein, où il faut refaire un costume, où il faut... C'est toujours du travail constant toute l'année. Vous ne partez pas en vacances. Vous ne partez pas en vacances. Et... Pas beaucoup. Non. C'est pas le principal. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas le principal, mais voilà, rien ne vous empêche de prendre un petit week-end. Oui, voilà. Je veux dire, voilà, comme la majorité des gens, vous ne prenez pas 3 semaines pour partir en Espagne ou quoi que ce soit. Non, vous revenez ici, c'est toute l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, bram, c'est les costumes, les costumes, les costumes. Oui. À partir du 1er novembre, c'est là qu'on commence à louer au futur Gilles. Donc Gilles vient réserver son costume et son chapeau. À partir du 1er novembre jusqu'à Pâques, je travaille tous les jours, 7 jours sur 7. C'est magnifique, hein. Oui. C'est terrible. Et juste le jour de Noël ou du Nouvel An, ces 2 jours-là que je ne travaille pas. Mais c'est un plaisir. Hein. Je sais mon plaisir que, par exemple, je n'ai pas de route à faire comme aller à Bruxelles, travailler dans les encombrements. Et je n'ai pas tout ça, quoi. Je ne sors pas de chez moi, j'habite juste à côté, donc ça c'est une grosse chose. Vous êtes chez vous. Oui, je suis chez vous moi. Vous êtes chez vous. Mais vous ne comptez pas vos heures. Non, et d'ailleurs ici, depuis qu'on ne sait plus, on nous a interdit de travailler, hein, je viens quand même aux heures normales, quoi, entre 7h15, je prends un quart d'heure en plus, quoi, 7h15, 7h30, je suis ici dans mon atelier, hein, et je ne sais pas m'arrêter de travailler, c'est ça, c'est un besoin. C'est une passion. Oui, surtout, oui. Surtout une passion. C'est un plaisir. Hein, parce que quand on voit le travail qui est fait, c'est une passion. Et bien voilà, Monsieur Kersten, nous sommes dans votre atelier.
là où ce que vous confectionnez les costumes, là où ce que vous les entreposez. Pouviez-vous nous parler un petit peu de votre costume de Gilles? Je pense qu'il y a quelques différences entre les louageurs, non pas pour se dire c'est toi ou c'est moi le meilleur, mais peut-être pour reconnaître quel costume appartient à quel louageur. C'est ça, oui. Donc, bon, la base, c'est de la toile de lin qui est encore confectionnée ici en Belgique. Et puis, tous les motifs, près de 400 motifs qui sont découpés dans la feutrine. Hein, tout ça est cousu, appliqué. Et puis, bon, c'est une obligation. Tout nous est imposé. Hein, parce que juste avant la guerre, les tailleurs faisaient eux-mêmes leur costume de Gilles. Et ils mettaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Alors on va prendre le pantalon. Vous voyez qu'actuellement c'est un lion noir au niveau du genou, des lions rouges de chaque côté. Et dans le temps, on ne mettait pas de couronne. Certains louageurs ne mettaient pas de couronne. Ils mettaient d'autres choses. La couronne, ça a à voir avec une société royale ou non, probablement, comme on est un royaume, royaume de Belgique. Royaume. Peut-être que certaines personnes n'étaient pas royalistes, donc ils ne mettaient pas de couronne. Il y avait plus de noir, les costumes étaient beaucoup plus foncés. Et certains, pour se différencier l'un de l'autre, mettaient un lion noir, un lion rouge, et puis on inversait. Et puis un jour, l'administration communale a dit, bon maintenant on stoppe parce qu'on part un peu dans les fantaisies. Il y en a qui ne mettaient même plus de lion, qui mettaient autre chose comme grand motif. Et ça nous est vraiment, on nous a dit, voilà, hop, le modèle, il est déposé au musée. Donc voilà, on doit mettre les motifs tous à leur place. C'est comme ça qu'on part dans le dos par le grand blason, le masque en dessous, la grande couronne, les 4 drapeaux, les lions, les petits lions, les étoiles, pour faire le dos du costume de Gilles. Et voilà l'aventure. L'aventure, il y a des boutons parce qu'au départ, c'était une veste que l'on fermait et qu'on mettait un peu de paille dans le bas et un peu de paille dans le haut du dos. Dans le bas du ventre et dans le haut du dos. Et c'était un personnage un peu ventru bossu. Et puis, bon, on a fait une évolution, on a fait une blouse où maintenant, on sait mieux remplir de paille. Paille, bien sûr, qui est spécifique aussi pour le Gilles. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle paille. C'est au départ la paille d'esturgeon parce qu'elle sent un peu moins fort que d'autres pailles. Elle pique moins, elle est plus aérée. S'il fait une bonne température, c'est assez chaud. Elle tient chaud. Ouais. Donc en parlant de cette paille, moi je la vois ici. Hein, déjà c'est propre, oui. C'est chaud, c'est pas bourré de poussière. Non, nous avons les 2-3 fermiers qui nous nettoient la paille avant. Donc, je pense que vous avez la meilleure paille de Belgique. Ah, c'est une belle paille, oui. C'est la meilleure paille de Belgique. Alors, tout dépend de la saison aussi. Voilà, oui. Effectivement. Alors, la paille. La paille ou la fausse bosse qui est distribuée dans des commerces accessoiristes. C'est bourré à la paille directement. Uniquement la paille, il n'y a pas de... Donc il faut que ça tienne aux traditions, oui. Et à tout ce qui a été imposé par l'administration communale à l'époque. Oui, ici maintenant c'est... Un cahier des charges. Il y a l'ADF qui... L'ADF c'est la défense du folklore à Binche, c'est l'association, mais qui veille au grain à ce que tout soit bien réglementé et qu'on continue à garder cette tradition. C'est ça le plus important. Il y a une école de bourreurs, donc on apprend les semaines avant le carnaval de Binche, il y a un bourreur qui apprend à bourrer. Donc les gens peuvent venir voir et apprendre et même essayer de bourrer. Et puis j'ai de cette là, les Gilles viennent avec leurs futurs bourreurs et ils me demandent d'avoir de vieilles blouses et ils essayent.
il y a assez souvent maintenant, ce sont les épouses qui essayent de bourrer, quoi, hein. Donc ils viennent et ils essayent d'apprendre pour ne pas ce jour-là, hop, se retrouver et d'être mal bourré, parce que c'est très très important d'être bien bourré, hein. On peut mettre à mal la journée du Gilles, hein, si on est mal bourré, quoi, hein. Donc voilà. Monsieur Kirsten, je ris parce que effectivement c'est un peu folklorique. Oui. On peut mettre à mal la journée vu qu'on est mal bourré. Oui, voilà, oui. On répète à tout le monde, bourré à la paille, bien sûr. Hein, donc Oui. faites attention. Le folklore, ça reste le folklore, mais faites attention avec l'alcool. Hein. Donc il y a une école de bourreurs. On apprend, moi j'apprends personnellement quelque chose. Je ne le savais pas. Alors il y a un mythe qui est monstrueux pour moi, c'est que depuis que je suis petit, nous venons au carnaval de Binche, voilà, hein, on va voir le carnaval, c'est la joie, et bien souvent, hein, vous me l'avez expliqué, je prends un bouillon, c'est ces petites franges dorées qui pendent le long des collerettes, Oui. voilà, et soi-disant que ça porte chance. Apparemment, ça ne viendrait pas, non seulement ça ne va pas vous porter chance, mais en plus de ça, ça détruit le costume. Ça détruit le costume et ça coûte de l'argent aux louageurs de refaire, vous allez me dire faire et défaire c'est toujours faire, mais ce sont des matériaux nobles qui ont un certain coût, pour être placés, c'est placé. Quand il faut le refaire, je pense que ça doit être une fameuse sinécure. Donc pouvez-vous nous expliquer, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe complet? Le porte-bonheur n'a rien à voir avec le Gilles, hein, et on ne doit pas prendre quelque chose du costume, ça n'appartient pas au Gilles, et ça abîme le costume, hein, c'est ça. Hein. Ce serait venu tout simplement, ici à 15 km de Binche, il y a Mons, et il y a le doudou. Au doudou, ils arrachent le crin. Le crin du dragon, et là, on le met à son poignet, et c'est un porte-bonheur. Là, c'est un porte-bonheur. Voilà. Et ici, à un certain moment, les gens se sont dit, tiens, nous, on veut aussi avoir un porte-bonheur, et on a commencé à arracher les bouillons des franges dorées. Et bon, le gros souci, c'est que c'est le Gilles qui va payer. Hein. Ah ouais. Quand il laisse arracher, parce que là, on le sait, quand il laisse arracher, on le voit, c'est lui qui paye, quoi. Donc, c'est pas du tout un porte-bonheur. Il faut un peu arrêter cette histoire de même donner des bouillons aux gens, quoi. Il faut arrêter. Le Gilles, il offre l'orange, c'est le symbole du carnaval, et ça s'arrête là, quoi. Il offre de la joie, oui. Il offre du bonheur, il offre des étoiles dans les yeux des enfants qui viennent voir, il offre quelque chose qui est essentiel dans ces moments où tout le monde nous dit que les commerces sont non essentiels, et voilà, il offre l'essentiel. Donc, comme vous avez entendu M. Kirsten le dire, effectivement, n'arrachez plus les bouillons, que ce soit chez M. Kirsten ou chez ses collègues louageurs qui confectionnent les uniformes, les costumes de Gilles, ne tirez plus sur le bouillon. Ça prend un temps fou à fabriquer, il y a un cahier des charges bien spécifique, ils doivent passer des jours et des nuits à refaire, à faire. Les fournitures, ça coûte, je suis désolé, les fournitures ça coûte. Donc voilà, essayez pour ceux qui ne le savent pas, hein, voilà, je parle pour tous ceux qui ne le savent pas, de ne pas détruire. Nous, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est exactement la même chose. Personnellement, je pense qu'il sera courageux, la personne qui viendrait arracher un morceau de mon bouillon d'épaulette, déjà il faut vraiment qu'il soit courageux, mais en plus de ça, voilà, c'est moi qui vais devoir le payer aux louageurs. Donc
voilà, ne détruisez pas les costumes, ne détruisez pas les uniformes, parce que ici on dit des costumes, chez nous de mon côté on dit des uniformes, ça dépend un peu les bases établies dans le folklore. Je vois que chez vous il y a de la feutrine jaune, donc les galons, tout le monde ne les met pas. Bon, il y a la base, la grosse base. La grosse base, ici, oui. L'aventure, les galons ici de côté. Mais moi, je finis par le tour de manche par un petit galon jaune, hein, qui est, bon, comme ça, c'est beaucoup plus propre, quoi. Hein. Comme dans le dos, mais je suis encore le seul louageur à mettre les drapeaux, qu'on ne voit pas toujours parce que c'est recouvert de la collerette et des franges ou de la dentelle, parce que la binge on met au bord de la collerette, on met de la dentelle, mais qu'on ne voit pas toujours, mais bon, c'est comme ça, la base, elle est là, il y avait 4 drapeaux au départ. Bon, oui, ce n'est pas parce que c'est recouvert de la collerette qu'il ne faut pas le mettre, quoi. Voilà, oui. Donc voilà, il y a un cahier des charges, Oui, il y a une tradition qui est bien établie, il y a... oui, c'est la tradition, vos ancêtres ont toujours mis... Vos ancêtres, nos ancêtres ont toujours mis ces drapeaux. Donc voilà. J'avais une petite question. Ça me traverse l'esprit maintenant. Hein. J'entends souvent le carnaval de Alost. Alost. Est-ce qu'ils ont un louageur de ce côté-là? Ou est-ce qu'ils viennent sur Binge se fournir Oui, au départ, les costumes ont été faits à Binge. Au départ, les costumes ont été faits à Binge. Oui. Et ça, parce que moi je ne suis jamais allé voir le carnaval d'Alost. Je sais qu'il y en a un par là, mais je pensais que ça se faisait par ici, quoi. Oui, voilà. Donc au début ils faisaient ça par ici, et puis ils ont certainement, bien, oui, ils ont fabriqué leurs costumes eux-mêmes. C'est pas, en plus avec tout ce qui s'est passé, et puis au niveau Gilles, c'est pas très intéressant de voir ces personnes s'habiller en Gilles, quoi. C'est un peu à part, quoi. C'est une autre dimension du folklore. C'est le folklore de leur côté. On ne fait pas de distanciation dans les folklores. C'est dévié quand même. C'est dévié, voilà. Donc, écoutez, comme vous voulez, hein, vous allez voir Alost, vous allez voir Alost, vous allez voir Binge, vous allez voir Binge. Nous ici, on est chez Monsieur Kirsten pour en apprendre sur le sujet. Et personnellement, j'en ai appris énormément. Info folklore. Prenez le temps de discuter avec vos louageurs, ça vaut la peine, franchement ça vaut la peine. Alors nous allons vous demander à peu près combien de costumes vous sortez par an. Ah, très bonne question. Aucune idée. Aucune idée. Je n'ai jamais compté, non. Même réponse que chez, chez nos louageurs. Je n'ai aucune idée, non. Non, c'est vraiment... Non. Quand on est parti dans la période de location, hein, comme c'est toutes les semaines... ça va tellement vite. Oui. Ça va tellement vite que c'est... Je ne vais pas prendre le temps, même après Carnaval, de dire, tiens, cette année, qu'est-ce que j'ai sorti comme costume par rapport à l'année passée. Il y a le chiffre d'affaires qui est là, on se réfère à ça, mais pas au nombre. Non, c'est compliqué, non. Vous faites les enfants? On fait tout, oui, on fait... à partir de quel âge, si on peut savoir? En général, il faut que le gamin sache marcher, quoi. Hein. Qu'il soit propre, oui, et qu'il sache marcher. Qu'il sache bien marcher, qu'il sache danser, c'est la base, hein, c'est la danse. Donc dès qu'il sait danser, il est en route, quoi. Hein. Ah ben, je considère qu'un enfant fait le Gilles à partir de 5 ans. Donc là, il est déjà capable de se débrouiller tout seul, d'être dans la société. Et on ne doit pas trop... On surveille et c'est tout, quoi. Mais il faut qu'il sache danser. Vous pensez que je ferai un bon danseur? Ah, faut voir. Il faut être grand, hein. Grand et fort pour porter le chapeau. Les chapeaux, porter le chapeau, et c'est magnifique. Les chapeaux que nous allons aller voir dans un instant, et qui sont fabriqués encore à l'ancienne, encore à la main, par Monsieur Kirsten. Donc c'est parti.
Eh bien, nous voici dans l'antre du chapeau. Nous avons le chapeau de Gilles fabriqué à l'ancienne, qui est toujours calibré sur bien souvent la tête du Gilles en personne. Alors, premièrement, combien pèse un chapeau? Un chapeau, combien ça pèse? 3,5 kg, 4 kg. 3 à 4 kilos. Oui. Ça fait quand même un beau petit poids. C'est une hauteur, hein, c'est un volume qui n'est pas stable. Le problème, c'est ça, c'est qu'avec la peau, ça bouge. C'est pour ça qu'on voit toujours le Gilles qui est en équilibre avec son chapeau. C'est un volume près d'un mètre cube. Hein, donc, voilà. Et alors, moi je vois ici dans votre atelier, hein, dans votre réserve, il y a des chapeaux blancs, Oui. et il y a des chapeaux colorés. Oui. Les deux sont magnifiques, hein. Moi je vous le dis tout de suite, les deux sont magnifiques. Il y a une forme différente d'un louageur à un autre. Voilà, oui. Ce qui explique quoi, c'est pour reconnaître le louageur, c'est la même chose que pour les costumes. Moi j'ai fait ma forme au départ, bon, on l'a modifié petit à petit, et mes chapeaux ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans peut-être, hein, parce que quand je les mets en forme, j'ai une autre manière chaque année de les mettre, mais on respecte quand même le calibrage, et les Gilles, ils vont louer là où ils se disent je préfère cette forme-là que cette forme-là. Voilà, ça c'est un des critères aussi pour choisir son louageur. Ok. Pouvez-vous nous parler de la différence entre les chapeaux colorés et les chapeaux blancs? Parce que alors, la forme est différente, ok. Chaque louageur a des chapeaux blancs et des chapeaux colorés, ou il n'y a que... Non, il y a les deux. Oui. Alors, les chapeaux blancs sont faits pour quoi? Pour peut-être les novices ou non, pas du tout. Pas du tout. Au départ, la plume d'autruche, il y a une minorité de plumes blanches qui étaient les plumes qui étaient les plus prisées, quoi, les plus chères. Les autres, les femelles sont grises, on ne sait pas faire grand-chose avec ces plumes-là, sauf des plumeaux pour enlever les poussières. Et puis le mâle a un peu de plumes blanches dans les ailes et dans la queue, et le reste sont des plumes noires, où on ne sait pas en faire grand-chose non plus. Donc, on fait des plumes blanches. Au départ, ce n'était que des chapeaux blancs. Et puis, la plume, elle jaunit très vite. Donc, quand ils ont commencé à confectionner les chapeaux, ils se sont aperçus qu'au bout de quelques années, le chapeau était jaune. Donc, ils ont coloré, mais ils ont coloré entièrement les chapeaux, les plumes. Donc, pour pérenniser dans le temps le matériel. C'est ça. Bonne information. De là est venue l'idée que les chapeaux blancs étaient nouveaux et que les chapeaux colorés étaient des chapeaux plus âgés. Mais à l'heure actuelle, ça n'a rien à voir. Voilà. À l'heure actuelle, nous maîtrisons le mode blanchiment. Donc, nous faisons de nouveaux chapeaux blancs chaque année. Et dans ma partie de nouveaux chapeaux, je fais des blancs et des nouveaux couleurs. Le blanc va rester toute sa vie blanc. Donc, il va être démonté, reblanchi, puisqu'il s'ajaunit, ça se défrise. Nettoyé. Donc, lui, il va rester blanc. Et le couleur, il va être couleur une année. L'année d'après, il va être démonté. Il va être coloré. Si j'ai fait dans les bleus la première année, je peux aller dans des roses, dans d'autres couleurs, mauve, violet. Et chaque année, ça va être différent, quoi. Donc, mais on n'a plus cet esprit de dire, tiens, le blanc c'est un nouveau, le couleur c'est un usager. À la base, la coloration du chapeau est faite en fait pour pérenniser le matériel qui est coûteux. Oui. Parce que je vois que vous avez en main quelques plumes sur... plumes brutes. Voilà, c'est des plumes brutes, elles sont une vingtaine, c'est ça? Oui, une vingtaine de plumes. Une vingtaine de plumes. Ce sera pour faire une plume du chapeau d'adulte. Une seule plume de chapeau d'adulte que nous pouvons voir dans votre autre main, voilà, qui doit encore être frisée, qui doit encore être traitée.
Ça, c'est une seule plume. Il fait 1,50 m. Voilà. Et pour faire une seule plume, il en faut 20 minimum. Donc, c'est un... ah ouais, il faut les coudre ensemble. Tout est cousu à la main. Oh, c'est un travail... Pour faire un chapeau de Gilles, du départ, hein, donc de la plume, du lavage de la plume, du blanchiment, du montage, de faire la buse. Les buses, elles servent d'une année à l'autre, on les recouvre chaque année nouvelle. Que nous appelons, nous, plus communément, le fût. Le fût. Oui. Et on vient mettre les plumes, mais il faut une quinzaine de jours de travail. Par chapeau. Par chapeau. On ne travaille pas toujours dessus. Il y a des moments où il est dans des bains. Oui, il y a une journée dans le bain, et puis le lendemain il sèche, et puis le lendemain on passe à la vapeur, et puis on monte les plumes, et puis on repasse à la vapeur. Donc il y a toutes des étapes, mais il faut près de 15 jours de travail pour un chapeau adulte complet. 15 jours par chapeau. Je vais me permettre de montrer un petit peu. Alors, il y en a qui sont suspendus, il y en a qui sont mis au sol semi-suspendus. C'est un boulot de dingue. Et alors, rien que pour cette pièce-ci, 15 jours par chapeau, ça représente des mois et des mois de travail. Et on fait des nouveaux chapeaux, on loue aussi des chapeaux d'1 an et des chapeaux de 2 ans. Hein. Donc ceux-là, on les démonte, mais la plume reste montée, quoi. Donc là, on n'a plus beaucoup de travail à effectuer dans le blanchiment. Ce n'est plus que quelques jours. Quoi. Alors même chose, hein, le chapeau, tirez pas sur les plumes, ça porte pas bonheur. Surtout tirez pas sur les plumes, s'il vous plaît. Et surtout ne pas le sortir quand il fait humide. Quand il fait quand humide. il pleut, c'est trop tard. Oui. Là, c'est fini, c'est trop tard. Le chapeau est foutu. Mais il y a des gens qui mettent le chapeau quand il fait humide. Il y a des Gilles qui vont même mettre le chapeau quand il commence à faire nuit. Alors qu'un chapeau, il est beau quand il fait clair de la journée. Et quand la soirée commence à tomber, il y a une inversion de température, il y a toujours l'humidité, puisque nous sommes dans des périodes d'hiver, quand on fait le carnaval. Donc il y a toujours une humidité qui s'installe et on voit un chapeau qui était mis au début d'un cortège, par exemple. Hein, on le voit tout de suite, le chapeau, il est déjà... Il retombe. Oui, il est déjà entamé, on doit le refriser. Est-ce que sur Binche, il y a une interdiction de mettre le chapeau à une telle heure Oui, normalement, on ne doit pas le mettre quand il fait noir. On ne met pas quand il fait noir. Oui. Donc c'est effectivement la même chose pour les musiques, hein, ce sera dans le reportage de la semaine prochaine avec M. Paul Canard. Je pense que pour les musiques, on ne joue pas tout à Binche. On ne joue pas tout. On joue les airs, les 26 airs classiques. Voilà. Et il y a d'autres carnavals qui ont des airs bien à eux, mais qui sont normalement interdits à Binche. Binche, qui, je le rappelle, est le cahier des charges du carnaval. C'est vous, la base. La base, elle se fait ici. La reconnaissance, elle s'est faite ici. Grâce à des artisans comme vous, grâce à des acteurs, parce que les Gilles sont aussi les participants de ces reconnaissances. Donc aujourd'hui, voilà, je suis agréablement surpris. Je n'avais jamais vu de toute ma vie la confection ou même ne fût-ce qu'une maison, belle maison d'ailleurs, monsieur, félicitations, dans laquelle il y a autant de travail, et c'est impressionnant. C'est un métier qui, pour moi, ne devrait pas être classé dans le non-essentiel. Il y a un protocole qui se met en route. On espère franchement qu'il sera bénéfique pour tous les acteurs du carnaval. Aussi bien les artisans que les Gilles, que les musiciens, que les cafetiers. Les cafetiers font leur beurre aussi, hein, et c'est incroyable. Hein. Être un Gilles, être un Gilles, c'est faire vivre. Oui, et c'est toute une famille qui est derrière. Hein, parce que, bon, il y a l'épouse qui est très importante, ou la maman quand on est plus jeune.
la famille, les sœurs qui viennent, qui sont là, bon, moi, mon épouse, j'ai de la chance, elle m'habille le mardi gras. Hein, et c'est madame qui fait les... Qui coud les bouillons. Les franges ou les dentelles sur les collerettes. Mais tout ça se fait en famille le mardi matin, quand on s'habille avec le bourreur qui est là, qui est bien souvent, en ce qui me concerne, c'est un ami, donc je lui fais confiance, hein, parce qu'il faut que ça se passe bien. Donc, et le mardi matin, il y a plein d'éléments qui doivent se chevaucher, se mettre en place sur un très court temps. Il faut que le bourreur, il faut se lever à la bonne heure. Mais déjà. Il faut que tout soit prêt. Sur la table, tout est prêt, les épingles, les collerettes, les sabots, on a mis les renons sur les sabots, hein, avoir essayé son pantalon pour voir s'il est à la bonne mesure. Et puis hop, on commence l'habillement. Il faut que les mouchoirs de cou soient bien blancs, bien propres, bien repassés, barrette aussi. Et tout ça doit se mettre en place. Et hop, le bourreur arrive, on commence l'habillement, on se bourre, et puis l'épouse met la collerette. On met la pertintaille, on met le grelot, barrette et mouchoir, hein, on met les sabots, et puis voilà, quand on est prêt, en principe, les autres amis arrivent nous chercher, et puis la famille et les amis sont là qui viennent nous voir. C'est un moment de très bonne convivialité. Oui. On fait le ramassage, voilà, et après, une prise de Gilles, et alors, mais il faut que tout soit bien. S'il y a un petit caillou qui ne va pas, paf, qui se met dedans, tout est déplacé, et puis ça perturbe un peu le moment magique du mardi matin, quoi. Hein. Et puis Gilles arrive, on boit un verre, et là, c'est un moment très convivial avec les amis, quoi. Hein. Et puis après, nous faisons ce que nous avons à faire dans la ville, quoi. Et puis à midi, les amis intimes, la famille reviennent manger. Et il ne viendrait jamais à l'idée de me retrouver un dimanche gras ou un mardi gras, seul avec mon épouse, quoi. Manger rien qu'à deux. C'est impossible. On partage, quoi. Puis vous êtes bien connu, Monsieur Kirsten. Je pense que vous avez de nombreux admirateurs, comme tous vos collègues louageurs, qui sont heureux de pouvoir défiler ou fêter, fêter avec vous. Je ne sais pas comment... On ne défile pas. Vous ne défilez pas, donc vous déambulez. Oui, peut-être bien. Oui. Voilà. Pour donner du bonheur aux gens, je pense que vous en donnez un maximum. Et on va terminer sur cette belle parole. Nous espérons fortement que le protocole qui sera mis en place pourra aider le carnaval, mais aussi ses artisans, ses louageurs, qui travaillent toute l'année. S'il y avait 13 mois dans une année, voilà, ils prendraient le 13e mois encore pour travailler. Donc, surtout, ne les oubliez pas. Faites attention, prenez soin de vous. Monsieur Kirsten, je vous remercie d'avoir participé à cette petite vidéo qui met en lumière votre métier, qui est vraiment magnifique. Je vous félicite, un grand merci. Un petit mot, un dernier petit mot? Merci de votre présence et de prendre conscience de ce que nous apportons, quoi. Donc, et nous espérons que les politiques pourront écouter et voir ce message. Voilà. Ne les oubliez pas. Le Premier ministre hier a dit qu'on n'oublierait pas les gens de la culture. Oui. Il est temps de mettre en œuvre ce qu'on commence à raconter. Maintenant, on vous remercie. Je vous fais un gros bisou de loin, bien sûr, un bisou masqué. C'est pas faire un mauvais jeu de mots. À très bientôt, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes. Monsieur Kirsten, un grand merci. Au revoir. Et voilà les amis, voilà ce petit reportage sur les louageurs de Binge se termine. Monsieur Kirsten, comme vous le voyez, apparemment fabrique des masques qui sont vraiment top. Il ne les commercialise pas.
malheureusement, moi je l'encourage à les commercialiser, mais apparemment lui ne veut pas les commercialiser. Il a un grand cœur, comme je suppose ses collègues louageurs, qui ont certainement fait quelque chose et qui font certainement quelque chose. Donc voilà, la série louageurs qui nous exprime un peu et qui nous explique surtout leur façon de travailler. C'est la preuve qu'il y a un savoir-faire, il y a du boulot, les politiques doivent en prendre conscience maintenant. Je pense qu'il est temps de mettre de joindre le geste à la parole. Il faut sauver ce secteur, car c'est un secteur qui pour moi est une pierre angulaire, et que si ça tombe, ben voilà, beaucoup de choses tombent. En général, le folklore, la culture, ça fait fonctionner aussi bien les restaurants et les cafetiers, mais aussi bien la ville. Et tout ce que les villes ne dépensent pas en sécurité cette année-ci, donc ce qui veut dire les feux d'artifice, les barrières nadar, les policiers, le personnel qu'il faut payer pour installer tout ce qu'il faut pour empêcher les voitures de passer à gauche à droite. Enfin, soit on parle d'une enveloppe de milliers d'euros qui pourrait servir au sauvetage du moins de la culture dans notre folklore, qu'il soit entre Sambre-et-Meuse ou que ce soit Gilles, qu'on puisse au moins sauver ces métiers qui représentent à la limite que 3 entreprises pour les Gilles et 2 entreprises pour l'entre-Sambre-et-Meuse. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des costumiers pour le théâtre c'est autre chose, c'est pas le même folklore, je vais dire. Mais voilà, surtout, messieurs les politiques, ne les oubliez pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tout ce qui n'a pas été dépensé comme argent cette année-ci. Il y a du savoir-faire, il y a du bon cœur chez nos louageurs, chez nos artisans. Je me déplacerai encore chez d'autres artisans pour nous expliquer un peu comment eux ils travaillent. On partira sur des instruments de musique, on fera une visite à l'intérieur du musée cette fois-ci à Binge, donc le musée international du carnaval, hein, donc du masque, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, à partir de maintenant, ben voilà, il y a une page Facebook, il y a une chaîne YouTube. Si vous voulez que ça continue, si vous voulez avoir des nouvelles des folklores, des marches qu'il y a à gauche, à droite, des carnavals, des grands feux, de tout ce qui peut toucher au folklore en général en Belgique, il y a des choses qu'on va découvrir, il y a des choses qu'on ne soupçonne même pas et qui existent, alors que nous ne sommes pas loin. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais inviter tous les présidents de sociétés, de Gilles, de carnaval, les présidents de groupes folkloriques comme les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ça peut être aussi les présidents de personnes qui font de la reconstitution, car effectivement, ben oui, ce n'est pas du folklore, mais c'est classé comme folklore belge quand j'entends mes amis français. Donc voilà, c'est quelque chose de très très beau aussi, la reconstitution, qui est, je pense, aussi mis à mal en même temps que nous. Donc nous allons nous tenir les coudes, nous allons faire en sorte que toutes ces personnes puissent avoir la parole. La parole, ce qui veut dire ne pas passer 1h30 d'interview sur une chaîne nationale pour au final être diffusé 30 secondes, dans 30 secondes qu'on ne comprend rien. Donc la parole est donnée et a été donnée à nos louageurs. Du côté de Gerpine et Tarsienne, ça a été fait via la voix de Fabienne Simons, qui a parlé pour les louageurs aussi de Tarsienne, qui sont dans le même combat. Nous avons M. Kirsten qui a parlé et qui nous a expliqué la vie d'un louageur de Gilles, non pas que pour lui, mais aussi bien pour ses collègues, qui soient de Binge, oui c'est ça, ils sont tous de Binge. Donc voilà, il a parlé au nom de tout le monde, correctement,
poliment, nous a expliqué comment ça fonctionnait, et moi j'ai découvert des trucs incroyables, quoi, des choses magiques, et je pense que j'aurai encore des étoiles dans les yeux assez longtemps, et cette nuit surtout, quand je vais me mettre à penser à cette pièce remplie de chapeaux, moi qui suis un amateur de chapeaux, c'est monstrueux. Donc voilà, le savoir-faire, il est là. Messieurs, mesdames les politiques, réfléchissez un petit peu à tout cet argent que vous n'avez pas dépensé en termes de sécurité pour vos folklores. Essayez de redistribuer un petit peu ceci, cela, car c'est des gens qui, comme tout le monde, payent 21% de TVA sur leurs affaires. Donc à certains moments, il va falloir quand même les aider. Il va falloir les aider. Je ne parle pas pour les cabaretiers et les coiffeurs, car ce n'est pas mon combat, mais c'est exactement la même chose. Il y a un certain moment, il faut arrêter, voilà, il faut voir dans la même direction, et nous devons voir tous ensemble dans la même direction, et non pas chacun dans le portefeuille d'un, savoir si c'est la région qui va aider, ou si c'est la commune qui va aider, ou si c'est... voilà, l'État doit prendre ses responsabilités. Pour moi, je sais bien que M. Kirsten n'est pas responsable de ce que je dis là en ce moment. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est faite après le reportage. Je voulais le remercier pour ce très très beau masque qu'il a réalisé. Des masques qui sont similaires dans un autre folklore à la maison Leclerc. N'oubliez pas, si vous voulez aller en chercher, téléphonez à Marshmello, voilà, prenez rendez-vous. Et si M. Kirsten un jour décide de commercialiser ces masques, eh ben, il n'y a pas de problème, moi j'irai en chercher un, même si j'ai eu celui-là qui m'a été offert par lui. J'irai en chercher un près de lui, ce serait vraiment, vraiment top. Donc voilà. Si vous voulez que ça continue, il y a une chaîne YouTube, il faut s'abonner. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous allez être toujours au courant des vidéos qui se passent et qui vont passer. La semaine prochaine, j'irai chez Monsieur Paul Canard avec ses débutants qui font du tambour de Gilles. Alors moi personnellement, je ne sais pas taper sur un tambour de Gilles. Il paraît que j'arrive à taper sur un tambour de marche, mais bon, on verra bien. Donc voilà, je suis super content que ça puisse vous faire plaisir. Le but, c'est de partager tout le monde ensemble. N'oublions pas un folklore, que ce soit des Gilles, que ce soit de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ça peut être les Blancs Moussis, ça peut être n'importe qui, du moment que c'est du folklore, qui parle en flamand, qui parle en allemand, qui parle en français ou qui cause béouelon, c'est exactement la même chose. La culture, le folklore, un seul pays, un seul combat. Alors s'il vous plaît, voilà, je vous fais de gros bisous de loin, ça c'est d'office, hein, c'est sanitaire. Surtout, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos identités, n'oubliez pas tous ces gens qui vous ont donné du bonheur jusqu'à présent, une fois par an dans chaque village. Voilà. Maintenant, je reçois des messages sur Radio Folklore via la page Facebook. Allez-y, envoyez-moi un message, envoyez-moi une idée. J'apprends, je ne suis pas une personne qui suis un pro. J'apprends de mes erreurs et je suis vraiment content d'apprendre de mes erreurs. Donc voilà, si vous voulez participer en tant que président et nous expliquer un peu votre marche, votre folklore, votre village, quand est-ce que sont faites vos actions pour gagner un petit peu d'argent, quand est-ce que sont faits vos soupers pour gagner un petit peu d'argent, c'est un peu logique. Mais voilà, n'hésitez pas, on fera tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour faire une vidéo par semaine pendant 3 ans. Donc il n'y a pas de problème. Allez, je vous souhaite une bonne santé, passez de bonnes fêtes, surtout prenez soin de vous. Et ciao ciao, salut!